Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Eugène Camara, ancien Premier ministre guinéen, a été enterré ce vendredi après un symposium d'hommage au Palais du Peuple. Proches, amis et anciens collaborateurs du défunt ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. En prélude à la célébration de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées, nous allons revenir sur les conditions de vie de cette couche vulnérable en Guinée. Nos reporters ont rencontré un jeune talent qui, malgré son handicap, fait des merveilles. Sur le plan international, démission du Premier ministre irakien Adel Mahdi, une réponse directe à l'appel au changement lancé par le grand ayatollah Sistani au lendemain d'une des journées les plus sanglantes de la contestation qui, en 2 mois, a fait près de 400 morts. C'est tout pour les titres du développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais dans les titres, l'ancien Premier ministre du gouvernement Comte Eugène Camara est décédé ce vendredi 22 novembre. Il a rendu l'âme en Égypte où l'État sous traitement depuis des mois. Ce vendredi, un symposium a été réservé au Palais du Peuple devant certains membres du gouvernement. Parents, amis et proches du défunt étaient tous présents au Palais du Peuple pour lui rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre guinéen. Mohamed Valek Touré était de la partie suivie. Eugène Camara, ancien Premier ministre de feu général Lansana Conté, n'est plus. Décès survenu ce vendredi 22 novembre par suite d'une longue maladie à Tunis. Ce vendredi, parents, amis et anciens collaborateurs de l'ancien ministre se sont rendus au palais pour lui rendre un dernier et vibrant hommage. Moi, je l'ai connu dans les années 80, quand je rentrais des études. Il a été un conseiller pour la plupart des cadres que nous avons été. Eugène était bon, il était travailleur, il était ponctuel, et il était sérieux dans tout ce qu'il faisait. Des témoignages sur la bonne collaboration de l'ancien Premier ministre ne finissent pas. Eugène, pour certains, reste d'une agilité exceptionnelle, pour toujours plus de liberté de parole. Sa perte cause une grande tristesse pour ses anciens amis qui se sont mobilisés pour la circonstance. Dans cette administration guinéenne, je crois qu'il fait partie de ceux qui m'ont donné quand même le background, le minimum de connaissances pour me permettre d'affronter l'épreuve de la vie. Né en 1943 probablement, Eugène Camara, depuis sa sortie de l'université, a gravi plusieurs échelons, notamment des postes de directeur, de secrétaire général des départements, gouverneur, avant d'occuper les fonctions de ministre du Plan, de l'enseignement supérieur, ainsi que le rang de Premier ministre chef du gouvernement pour une période assez courte. Un homme de paradoxe et d'État qui aurait épaulé plusieurs jeunes cadres du pays selon ses proches. Il laisse derrière lui 5 enfants, dont une femme. Mon père est devenu Premier ministre de la Guinée à une époque de grandes difficultés et de crise dans ce pays. Il a travaillé dur pour stabiliser le régime. Quand vint le moment de se retirer, il quitta volontairement sa position pour le bien du pays plutôt que d'essayer de controverser le pouvoir comme tant d'autres sont tentés de le faire. Gouverner autrement, parler vrai, ce sont des expressions dont ses camarades se souviennent. Eugène Camara repose désormais au cimetière de Cameroun. Que son âme repose en paix. Fin de la seconde édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Durant ces 2 jours, économistes, banquiers, sociologues, entrepreneurs et autres se sont penchés sur le thème inclusion financière entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Une satisfaction pour la banque centrale initiatrice de l'événement. Alcini Bari, Alcini Camara étaient de la partie pour nous. Suivez leur compte rendu. Des panels sur la création d'entreprises, quel parcours pour les couches vulnérables, éducation financière, un préalable à l'inclusion financière et bien d'autres ont ponctué ces 2 jours de la seconde édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Des leçons sont à tirer
a souligné le gouverneur de la Banque centrale. Les problèmes d'accès sont importants, mais que l'accès n'est qu'une étape qu'il faudrait continuer à faire des populations concernées de véritables acteurs de la finance, en commençant par les associés. Constater par là que c'est difficile que ces populations évoluent par elles-mêmes et qu'elles doivent bénéficier de l'assistance de l'État. Il faut, comme d'autres pays l'ont fait, la Malaisie par exemple, créer des structures étatiques chargées d'accompagner les entrepreneurs. L'inclusion financière et l'accès aux services financiers concernent donc toutes les couches, paysans, étudiants, femmes, jeunes. Il demeure donc un élément fondamental pour l'épanouissement du pays. Ce qui nous intéresse déjà, c'est d'inculquer l'esprit de connaissance des produits financiers aux étudiants, dans la mesure du possible. Ce n'est pas une promesse que je fais, dans la mesure du possible, nous voulons le faire. Mais aussi, puisqu'on veut que des étudiants puissent un jour créer leurs propres entreprises, les aider à poursuivre cet objectif-là. Comme je l'ai dit, notre rôle, c'est de faire en sorte que les étudiants qui sortent des universités puissent trouver le plus tôt possible un emploi. Donc, il faut adapter nos formations aux besoins du marché du travail, aux besoins des entreprises, pour que nos étudiants, à la sortie, soient outillés pour mieux s'intégrer dans le marché du travail. Mais parallèlement, comme on dit dans la vie, il faut avoir un plan A, mais il faut aussi avoir un plan B, un plan C. Donc c'est comment créer des incubateurs dans nos universités pour apprendre aux étudiants à créer leurs propres entreprises, à créer des start-up, comme le dit souvent le président. La BCRG réitère son engagement dans l'accompagnement des femmes et des jeunes pour le développement de l'entreprise. Rendez-vous est pris pour le 1er mars 2020 pour une 3e édition. En plus bref, c'est officiel, les députés de l'UDG, l'UFR, l'UFDG ont décidé de retourner à l'Assemblée nationale après s'être retirés des activités de celle-ci depuis le 11 octobre dernier. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce vendredi 29 novembre 2019 à l'Assemblée nationale au nombre des raisons justifiant ce retour à l'hémicycle figurant entre autres les levées de l'interdiction générale et absolue du droit de manifester, la nécessité de participer à l'examen critique du budget 2020 et la libération conditionnelle des leaders du FNDC. C'était cette information qu'on voulait porter à votre connaissance au compte de cette édition. Le vote est un droit civique, mais pour ce droit, il faut d'abord se faire recenser en prélude aux élections prochaines. Les opérations d'enrôlement sont en cours dans les CARL sur toute l'étendue du territoire national et même dans les ambassades. Les citoyens se mobilisent pour se faire recenser à l'occasion afin d'obtenir leur carte d'électeur. Malik Sandiana Camara, Aliouba ont sillonné certains CARL à travers Conakry. Regardez. La commission administrative de révision des listes électorales du secteur T3 à Simbaya dans la commune de Matoto est prise d'assaut par des citoyens. Ils sont tous venus se faire enrôler dans l'optique de pouvoir voter lors des prochaines élections. Ici, les agents recenseurs travaillent sans relâche en tenant compte de certains détails non négligeables. Les électeurs qui sont déjà dans la base de données et qui sont munis des fiches d'identification qu'on avait distribuées pendant la première phase, si ces intéressés détiennent des cartes d'identité nationale ou des passeports ou les livrets, je vais dire carte d'identité militaire ou pension et livret de pension peuvent passer avec la fiche d'identification. Si l'intéressé ne détient aucune piste, aucune identification, on peut l'établir les attestations, certificats d'attestation. Aliouba, cet élève âgé de 20 ans, est à son premier recensement. Il tient à accomplir son droit civique. Je suis là pour me recenser pour la première fois pour les élections législatives à venir. On nous a dit que le vote, c'est un droit constitutionnel. Donc chacun a le droit de voter. Comme lui, cet autre citoyen de Nongo est venu avec les membres de sa famille pour se faire enrôler. Selon lui, la meilleure façon de sanctionner la mauvaise gestion des autorités est de passer dans les urnes et non dans la rue. Je suis là pour recenser moi-même avec mon famille parce que c'est un droit.
pour recenser et voter dans mon choix. On sanctionne et sévère de mauvaise gestion des pays. Parce que c'est ici, on va appeler à Teben. À Moulamfi, c'est à barre des urnes. Nous ferons un tour dans une carle à Lambaye. Ici, les travaux sont aux arrêts. Argument avancé par les agents, le manque de récépissés. Cette dame n'en peut plus. Le lundi, j'étais venue, ils m'ont dit de passer. Le mardi, après la fac aussi, je suis venue. Et aujourd'hui encore, je viens, on me dit que les fiches ont fini, que de revenir demain. Vraiment, c'est fatigant. Moi, je ne veux plus revenir ici. Si c'est pour affaire de trucs là, moi, je préfère aller ailleurs ou bien rester sans me recenser. Après plusieurs semaines de silence forcé, la radio Continental FM va enfin reprendre ses activités. La nouvelle est tombée ce jeudi après que la Cour suprême ait décidé de trancher dans l'affaire dite d'installation frauduleuse de matériel FM sur le toit de la radio-télévision guinéenne. Depuis octobre, l'AC avait retiré l'agrément de Continental. Cette reprise annoncée est accueillie avec joie par les travailleurs de la boîte. Reportage Abdoulaye Sayou Diallo Aboubakardine Kamara. Congratulations à Continental FM. Contrainte au silence depuis 6 semaines par la Haute Autorité de la Communication, la radio est sortie victorieuse de la bataille judiciaire ce jeudi après avoir attaqué en justice la décision de l'instance régulatrice de l'audiovisuel en Guinée. En octobre dernier, l'organe avait été privé de son agrément, sa licence mais aussi sa fréquence pour installation frauduleuse de son matériel sur le toit de la RTG et pour non-respect de cahier de charges. Nous sommes heureux, nous sommes très contents, absolument, par rapport aux résultats que nous avons obtenus après cette bataille. Avec l'apport du président du groupe honorable Elhadj Mamadou Sylla, l'effort fourni par l'avocat Maître Beya, également l'ensemble du personnel de la radio Continental FM, et le concours également de l'autre côté des auditeurs qui aussi n'ont ménagé aucun effort, mais pourquoi pas l'ensemble des confrères. Au cours de ces semaines de silence forcé, la radio a enregistré d'énormes pertes économiques. La radio a été coupée, donc il y a eu des marchés, des publicités qui ont été coupées à mi-chemin. Donc ça nous a causé beaucoup de dégâts et il était question de retourner vers ses partenaires. Les équipements de Continental FM ne sont pour le moment pas restitués par les autorités. Je ne sais pas, est-ce que c'est avec la direction de la RTG ou avec le ministre lui-même? C'est le directeur de la radio fondé par l'opérateur économique et homme politique Mamadou Sylla. La reprise des programmes de leur station se fera au plus vite. Mais la Cour nous a demandé de payer une caution de 4 millions de francs guinéens. Je crois derrière ça, la Cour va nous envoyer une grosse de jugement. Tout ça va, n'est-ce pas, nous rassurer après de continuer, de continuer à travailler. Lamine Damba invite le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Somparé, et la Haute Autorité de la Communication à plus de responsabilités dans leur gestion des dossiers visant les médias guinéens. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. À quelques jours de cette célébration, nous avons rencontré un handicapé. Il nous parle de ses activités, souhaite que cette journée soit célébrée de façon pragmatique. Rosaline Gono Moulemo Djibril Ba était de la partie regardée. Alpha Oumar Diallo est un handicapé, mais cela ne lui donne pas l'occasion de vivre dans la mendicité. Pour jouir bien de sa vie, il a créé une école de formation pour aider d'autres personnes en situation de handicap à être autonomes. Il donne des cours entre autres en infographie et en technique d'imprimerie. Une manière pour lui de partager sa connaissance avec ses frères. Il le fait de façon gratuite, mais cela n'est pas sans difficulté. C'est vrai que ça me cause beaucoup de problèmes. Un problème de financement et un problème de temps. Parce que, imaginez-vous que je pars les chercher avec tout cet embouteillage. Et après, revenir, donner ces cours, et après le cours,
l'air, déposer. Donc c'est épuisant. Et je le fais par amour, je le fais par une manière aussi d'exister. Il invite ses frères qui sont dans la même situation d'handicap que lui de ne pas s'apitoyer sur leur sort en se livrant à la mendicité. Il leur demande de prendre conscience et de faire un métier. Rien n'est impossible. Moi, je veux dire, ce qui est plus difficile, c'est de perdre la conscience. Mais toutes les personnes qui ont des problèmes de membres, je pense que la première chose, ils doivent être conscients, savoir ce qu'ils veulent. Tout ce que je les conseille à mes frères, c'est de se battre. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre à travers le monde, Alpha Oumar Diallo souhaite que cette journée soit consacrée à la sensibilisation et aux travaux pratiques afin de motiver d'autres à emboîter les pas. J'aimerais bien que cette journée soit une journée de sensibilisation de tous les bords et que cela soit une journée où ces personnes handicapées vont pouvoir exposer chacun son talent. Et peut-être que ça va motiver d'autres frères handicapés, voir que, il y a nos frères aussi qui travaillent bien. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées met l'accent sur le rôle et la participation des personnes en situation de handicap dans le développement inclusif, équitable et durable, comme prévu par le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nommé récemment entraîneur de l'équipe nationale senior dames de handball en remplacement de Clément Petit, Jean-Louis Leblond est à Conakry depuis lundi dernier avec son équipe pour un stage. La fédération profite pour le présenter à la presse jeudi soir à son siège. Le compte-rendu de Mamadou Bouiba et Mohamed Bangora ont un rendu ici par Sekou Kamara. Le président de la Fédération guinéenne de handball soutient que le nouvel entraîneur a été choisi à cause de son expérience. Son contrat court jusqu'en décembre 2020. Sa mission, qualifier la Guinée au prochain championnat du monde. Notre objectif, c'est comment faire qualifier la Guinée pour le championnat du monde. 2021, le championnat du monde 2021, il y a 5 places pour l'Afrique. Aujourd'hui, les Jeux africains, nous sommes partis jusqu'en demi-finale. Donc nous nous sommes dit, si on est parti jusqu'en demi-finale pour les Jeux africains, où on n'avait pas notre effectif au complet, pendant que nous avons notre effectif au complet, rien ne nous empêche d'y aller. Donc l'objectif assigné à M. Jalbi, c'est de faire qualifier la Guinée pour le championnat du monde. On est clair dessus. Pour le nouvel entraîneur, l'objectif est à portée de main. Donc la pression est positive de son côté. Pour le moment, le temps est à la préparation. Et la pression, elle peut être négative ou positive. Pour l'instant, je n'ai que des signes de pression positive. Donc par rapport aux discussions que nous avons eues avec le président, par rapport aux échanges que j'ai eus avec les joueuses, par rapport au fonctionnement du stage où je vois que les joueuses sont à l'écoute et tout ça. Donc forcément, ça met une pression parce qu'on a un objectif. Et la pression, c'est qu'il faut atteindre l'objectif. Mais bon, je pense que nous sommes suffisamment armés pour atteindre l'objectif. Pendant ce stage, les joueuses professionnelles venues d'ailleurs vont côtoyer celles qui évoluent sur le plan local. Une initiative saluée par la capitaine de l'équipe nationale. Un grand plaisir à chaque fois de retrouver Conakry pour faire des stages de préparation parce qu'on est toujours bien accueillis, bien logés, on a une belle salle pour travailler. Donc c'est toujours un grand plaisir de savoir qu'on fait un stage à Conakry. Donc, voilà. Démission du Premier ministre irakien Adel Mahdi, une réponse directe à l'appel au changement lancé par le grand ayatollah al-Sistani au lendemain d'une des journées les plus sanglantes de cette contestation qui, en 2 mois, a fait près de 400 morts. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. فإن مجلس النواب
الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب. نبديك يا عراق بسرعة يلا الجابه خله يشيل هذا مو شبل الولد نبديك يا عراق لا اله. C'est un bidonville flottant au cœur de Lagos au Nigeria qui n'apparaît sur aucune carte à travers le monde. Makoko, une communauté de 300 000 habitants, survit grâce au commerce de la pêche. Loin des regards, loin des hôpitaux, écoles et commerces apparaissent et disparaissent au rythme du développement chaotique de bidonville, compliquant un peu plus la vie des habitants. Pour y remédier, une entreprise sud-africaine a entrepris de cartographier les lieux importants pour faciliter le quotidien de la communauté. Nos confrères de l'AFP reviennent. Au cœur de la métropole tentaculaire de Lagos au Nigeria, vit une communauté d'invisibles. Des cabanes sur pilotis à perte de vue et quelques 300 000 habitants qui n'apparaissent sur aucune carte. Employés par une ONG sud-africaine, John et son équipe parcourent ce labyrinthe flottant, armés de leur téléphone portable. Leur mission ? Cartographier en détail le bidonville de Makoko. Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Nous pouvons donc voir différents points d'intérêt sur cette carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une navigation plus facile. Et nous mettons tout cela à disposition gratuitement. Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important est référencé manuellement par les bénévoles. Grâce à une application de cartographie, John géolocalise ce barbier, installé dans une cabane flottante. Nous avons rajouté votre salon de coiffure sur notre carte. Maintenant, quand les gens regarderont la carte, ils verront votre salon. Cette visibilité permettra à ce commerçant d'attirer de nouveaux clients. Maintenant que je suis sur votre carte, je suis content et j'espère que mon commerce va durer encore très longtemps. Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. Alors pour ce chef traditionnel, apparaître sur une carte, c'est s'approprier un peu les lieux. Avant, à Makoko, nous étions dans les ténèbres, mais maintenant, grâce au travail que vous avez fait, nous, les chefs traditionnels, voyons que vous avez bien travaillé. Nous ne sommes que des pêcheurs, nous ne savions pas comment faire pour démarquer les différents quartiers, et grâce à vous, nous savons faire la différence entre nos différents quartiers. Nous sommes très contents. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte. Nous travaillons encore dessus. Quand nous aurons fini, cela ressemblera au reste de Lagos. On pourra voir les rues, voir les différents endroits. John et son équipe ont déjà référencé plus de 83 lieux d'intérêt dans le bidonville. Cet élément consacré à Makoko vient mettre fin à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention au niveau de la caméra. Il y avait Ibrahim Souri, 5 Soma, à la régie Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, secondé par notre consoeur. Merci à toute la réalisation, Mamadou Salou Diallo, sans oublier Antoine Koroma qui était à nos côtés. Portez-vous bien, où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.